Bonjour à tout le monde, je me présente d'abord, professeur à la CAMA, je suis votre professeur de la microéconomie, que ce soit le semestre 1 ou le semestre 2, dans 35. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous enseigner cette année, d'accord. Donc, au niveau de ce module, à savoir la microéconomie, il a pour objectif principal de vous expliquer les principes de base de l'analyse d'un certain nombre de phénomènes microéconomiques, en l'occurrence le comportement du consommateur, c'est-à-dire comment les consommateurs prennent leurs décisions en matière d'achat, et également le comportement des producteurs, c'est-à-dire comment les entrepreneurs prennent leurs décisions de production. Donc, ce cours a vocation de vous permettre l'apprentissage de l'utilisation d'un certain nombre d'outils et techniques d'analyse de ces comportements. D'accord. Pour y parvenir, il vous sera recommandé d'avoir une certaine aisance en matière d'utilisation des dérivés partiels, ainsi que de l'optimisation d'une fonction de plusieurs variables. Euh, Par la suite, il y a également l'utilisation du multiplicateur Lagrange. Donc, comme vous pouvez le constater, votre cours de mathématiques vous sera très utile et d'une grande aide pour comprendre les outils de la microéconomie. D'accord. Au niveau de la bibliographie, l'ouvrage principal sur lequel on va se baser au niveau de cette année étant l'ouvrage Microéconomie de Robert Heinz et Daniel Riverfeld, de l'éditeur Persel. Il y a également un certain nombre d'ouvrages que je pourrais vous recommander, d'accord, comme celui de Etienne Wagner, Principe de microéconomie, ou d'autres. Le plus important, c'est en fait de se baser sur le premier ouvrage, en l'occurrence l'ouvrage de Robert Heinz et Daniel Riverfeld. Au niveau de plan, le plan qu'on va adopter, bien entendu, dans ce cours, s'articule de la manière suivante. Comme c'est de la coutume, toujours on doit commencer par le commencement, c'est-à-dire on doit introduire notre cours, c'est l'objectif de cette première séance. Ensuite, le cours se subdivise en deux parties, deux grandes parties, à savoir la partie 1, la théorie du comportement de producteur, qui elle-même subdivisée généralement en trois chapitres. Le premier chapitre a pour objectif de vous introduire à tout ce qui est fonction de production et un certain nombre de notions qu'on verra ensemble. Le deuxième chapitre, quant à lui, s'attache à étudier avec vous les coûts de production. Le troisième chapitre, pour sa part, s'intéresse à comprendre le comportement du producteur dans un marché de concurrence pure et parfaite. Pour la deuxième partie, on va étudier le comportement du consommateur, c'est-à-dire l'analyse de la prise de décision pour le consommateur. Et cela suppose, dans un premier temps, de comprendre les notions suivantes, à savoir les notions d'utilité et les préférences du consommateur. Et cela va être l'objectif alloué au premier chapitre. Pour le deuxième chapitre, on va s'intéresser au choix optimal du consommateur. Et pour terminer cette deuxième partie, on va étudier la demande individuelle et la demande de marché. Au niveau de l'introduction générale, d'abord, on doit commencer par définir ce qu'est l'économie. La définition que j'ai retenue dans ce cours est celle de Lionel Robbins, à savoir l'économie est la science du comportement humain qui relie des fins supposées et limitées à des moyens rares et incertains à usage alternatif. Alors, cette définition, si vous voulez,
comme vous pouvez le constater, il y a un certain nombre de mots-clés qu'on doit quand même décrypter, en commençant d'abord par dire que la science économique est une science du comportement humain. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que l'économie, comme domaine de recherche, de pensée, s'inscrit dans le cadre des sciences humaines, comme par exemple la sociologie. Ensuite, si vous voulez, le deuxième mot-clé qu'on doit déchiffrer, c'est celui des fins supposées illimitées. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire par des fins illimitées? Il est fort de constater que les besoins de l'individu sont illimités, car à partir du moment où vous allez satisfaire un besoin, il y a un autre besoin qui apparaîtra, qui va chercher de le remplacer. Donc, les besoins de l'être humain sont par convention, par nature, si vous voulez, même illimités, même s'il y a une certaine saturation, mais la nature humaine, on va toujours aller à la recherche de la satisfaction de votre besoin. Si vous connaissez le livre des 7 péchés capitaux, parmi les 7 péchés capitaux, à côté de l'orgueil, la colère, la paresse, la luxure et d'autres, on a l'envie. Toujours l'être humain a envie. D'accord? Alors, voilà comment on peut dire par des faits illimités. Passons maintenant à un autre mot-clé. En fait, il y a des moyens rares, puisque si je encore redéfinis la science économique selon Manuel Robin, c'est la science du comportement humain qui relie des fins supposés limités à des moyens rares et incertains à usage alternatif. Donc, l'autre mot-clé à mon sens étant des moyens rares. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire par des moyens rares? La notion de la rareté, au sens commun, n'est pas celle qui est dictée par la science économique. La notion de la rareté, d'un point de vue économique, suppose que tout bien qui va être produit ou qui résulte d'un processus de production est considéré comme étant un bien rare. Si je prends l'exemple des bouteilles d'eau, c'est facile de dire qu'il ne s'agit pas d'un bien rare. Les bouteilles d'eau, vous pouvez les trouver de partout dans les supermarchés ou d'autres points de vente, A priori, il ne s'agit pas d'un bien qui est rare, mais d'un point de vue purement économique, il s'agit quand même d'un bien rare, car produire des bouteilles d'eau suppose utiliser un certain nombre de ressources. Donc, facteur humain, c'est-à-dire le travail, il faut également utiliser des ressources financières, ainsi de suite, et des machines, bien sûr, les moyens de transport, et d'autres. Et quand vous le constatez, l'utilisation de ces facteurs de production afin d'aboutir à la production des bouteilles d'eau sont des ressources qui demeurent rares, car il n'existe qu'en quantité limitée. Et tout bien qui poursuit ce processus est considéré comme étant un bien rare au sens économique du terme. Par contre, on pourra trouver d'autres biens, c'est que l'air que nous respirons, n'est pas considéré comme étant un bien rare sous une acception économique. Pourquoi ce n'est pas un bien rare? D'un point de vue purement économique, tout simplement, car l'air que nous respirons n'est pas produit. Et il existe, bien entendu, en grande quantité. Le troisième mot de clé qui figure dans cette célèbre définition de la science économique étant à usage alternatif. Donc, on doit quand même définir ce qu'on entend par usage alternatif. Généralement, à usage alternatif, cela veut dire que
Un consommateur ne pourra pas tout se permettre d'acheter et de consommer. Un consommateur a une contrainte financière qui s'impose sur lui. C'est son revenu, son salaire. Et ce revenu-là, comment il est? Il est limité, raison pour laquelle il ne pourra pas acheter tous les biens qu'il désire. Il doit alors faire un arbitrage, soit acheter un bien A ou un bien B. S'il compte acheter les deux biens, il pourra alors soit acheter une grande quantité du bien A et sacrifier la quantité du bien B, l'acquérir en petite quantité ou faire le contraire. Donc, on ne pourra pas tout avoir parce qu'il y a une contrainte quand même qui s'impose à nous en tant que consommateurs, c'est notre revenu qui demeure un revenu limité. Donc, mon salaire, je vais l'utiliser pour acquérir du bien. D'accord? Mais je ne pourrai pas me permettre de tout acquérir. La même chose pour le producteur. Un producteur, si vous voulez produire des biens, vous devez utiliser des facteurs de production. وسائل الإنتاج كالعمل أو الآليات. Également pour l'entreprise, il n'a pas tout le revenu nécessaire pour utiliser et le travail et le capital, une grande quantité de travail, une grande quantité de capital. Tout dépendra de la manière avec laquelle il va produire, s'il est artisanal ou industriel. S'il est artisanal, on va utiliser plus de travail et moins de capital. C'est le travail des activités d'agriculture au Maroc. Et si on veut produire quand même des voitures, on doit quand même utiliser beaucoup de machines, d'accord, comparativement au travail. C'est ce qu'on entend dire alors par l'usage alternatif. Une fois qu'on a terminé cette définition, qu'on a compris quelque part cette définition de Lionel Robin, on va passer à la définition de la microéconomie. Alors, la microéconomie, si vous voulez, est une branche de l'économie qui s'intéresse tout simplement à l'étude du comportement d'unités ou d'agents économiques individuels. Ces agents économiques individuels sont moi et vous en tant que consommateurs, sont moi et vous en tant que travailleurs, également en tant qu'investisseurs ou propriétaires terriens ou chefs d'entreprise ou d'autres. Donc, l'ensemble des agents économiques individuels qui jouent un rôle dans le fonctionnement de notre économie. Alors, la microéconomie, si vous voudriez, généralement comment et pourquoi ces unités, ces agents économiques individuels arrivent à prendre des décisions en économie. Tout simplement, la microéconomie s'intéresse à comprendre comment on arrive à prendre la décision. D'accord? Si vous allez opter pour l'acquisition d'un bien X ou Y, on doit comprendre comment vous avez effectué ce choix-là et pourquoi. Très bien. De l'autre côté, si vous voulez, il y a notre branche très intéressante, également très importante de la science économique, qu'on appelle la macroéconomie, qui traite des quantités économiques agrégées. Là, je parle de la production nationale, du produit intérieur brut, du taux d'intérêt, de l'inflation, du chômage, des agrégats macroéconomiques, d'accord, auxquels s'intéresse la macroéconomie. Contrairement à la microéconomie qui ne s'intéresse qu'à étudier le comportement d'unités individuelles. Là, je parle d'un consommateur en microéconomie, comment il arrivera à prendre une décision. Quand en macroéconomie, on s'intéresse plutôt à la consommation nationale, c'est-à-dire une quantité agrégée. De même pour la production,
Lorsque je parle de la microéconomie, je m'intéresse à comment un entrepreneur au sein d'une entreprise arrive à décider quel bien il va produire, avec quelle quantité, et quels sont les différents facteurs qu'on appelle la combinaison des facteurs de production qu'il a utilisé afin de pouvoir générer ces outputs, c'est-à-dire les biens et les services. Contrairement aux inputs, les inputs dans un processus de production, inputs, ce sont des facteurs qu'on va utiliser afin de produire. Les outputs, c'est ce qu'on génère, qu'on produit, qu'on bien, qu'on service. Alors aujourd'hui, il est vrai de dire qu'il n'y a plus de frontières entre la microéconomie et la macroéconomie. Si on prend par exemple les derniers ouvrages de Blanchard, un grand économiste, normalement dans ces ouvrages de macroéconomie, on trouvera toute une analyse microéconomique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la macroéconomie a besoin des outils utilisés en microéconomie afin de comprendre le fonctionnement du marché. Également, il est intéressant de dire que la macroéconomie s'intéresse à l'étude d'un certain nombre de limites. Les limites, lorsque je parle de limites, c'est-à-dire des contraintes qui peuvent s'imposer à nous en termes de revenus et de budget. Moi, je suis un consommateur. Je veux bien consommer une grande quantité de biens et de services, mais je ne pourrais pas le faire. Non seulement parce que, à un certain moment, ma satisfaction sera atteinte, mais parce que mon budget ne le permet pas. De même, pour un travailleur. Pour un travailleur, généralement, il ne pourra pas continuer à travailler 7 sur 7, 24 heures sur 24, parce qu'il doit quand même, normalement, se reposer. Et il ne pourra pas quand même se reposer à une éternité. Il a besoin quand même de travailler pour gagner de l'argent afin de subvenir à ses besoins. De la même manière, pour le processus de production, la technologie de production est une technologie qu'on pourra qualifier de limitée. Pourquoi? Parce que, également, on ne pourra pas se procurer de tous les facteurs de production qu'on souhaite avoir afin de produire. Il y a toujours des limites qui sont, si vous voulez, liées avec le coût de production, c'est que vous faites des intages, maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez, face à ces limites-là, à ces contraintes-là, la microéconomie s'intéresse à nous montrer comment on pourra tirer le meilleur parti de ces contraintes-là. Donc, là, on parle de procéder à une allocation optimale de nos ressources qui sont généralement rares. Allocation. Je vais attribuer mes ressources de la manière la plus optimale, d'accord, pour atteindre mes objectifs. Très bien. Également, on pourra dire qu'il y a un certain nombre de thèmes auxquels s'intéresse la microéconomie. Je parle là de la consommation, du travail, la production. Par exemple, un consommateur, il pourra se poser la question, est-ce que ça va être intéressant aujourd'hui, dans ce climat de la COVID-19, d'acheter une nouvelle voiture ou de continuer à assurer son transport avec son ancienne voiture. D'accord? Et pourquoi? Parce que, quand même, on ne sait pas ce qui va passer par la suite. Et là, est-ce qu'on doit épargner de l'argent pour personnel ou là, نقدروا نشريو مجموعة من المنتوجات جاهزة وربما تكون باهظة الثمن اللي غنشريوه لأن ما نقدرش نوفروا ولذلك
dire de l'arbitrage, on appelle arbitrer entre acheter une nouvelle voiture ou épargner pour un travailleur d'aller travailler ou plutôt partir en vacances pour se reposer. Tout dépendra d'un certain nombre d'éléments qu'on va expliquer bien sûr dans ce cours de la microéconomie. Il est la même chose pour l'entreprise. Est-ce qu'il va engager plus de travailleurs ou plutôt acheter plus de machines. D'accord? Donc, la microéconomie, si vous voulez, s'intéressera à nous expliquer comment on pourra effectuer notre arbitrage entre les différents choix qui nous seront offerts. Généralement, les consommateurs en microéconomie, cela va faire l'objet de notre deuxième partie. On va s'intéresser à l'étude de comportement de consommateurs, autrement dit, comment les consommateurs vont décider du montant de revenus à consommer ou à ne pas utiliser, c'est-à-dire épargner, sachant que leur revenu, d'accord, leur budget, quand même, reste limité. Donc, la théorie du consommateur, de manière générale, s'intéresse à décrire comment les consommateurs maximisent leur bien-être, le bien-être, c'est-à-dire un sentiment de bonheur qu'on arrivera à satisfaire, à l'atteindre une fois qu'on utilise un certain nombre de biens, utiliser des biens, c'est-à-dire les consommer. Et bien sûr, dans ce processus de, de consommation, on ne va pas consommer n'importe quoi. On a des préférences, des désirs. Et puisque notre budget, notre revenu est limité, on doit procéder à un arbitrage. Choisir entre le bien X ou le bien Y n'est pas toujours la même, pas toujours les deux biens en même temps. D'accord? Pour les travailleurs, également, les travailleurs, on pourrait dire que vous, les étudiants, aujourd'hui, vous faites des études. Il se peut qu'il y a certains parmi vous peuvent même trouver un travail. Mais ils s'abstiennent à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent, en étudiant, décrocher un diplôme par la suite et espérer obtenir un salaire plus élevé que celui qu'ils peuvent avoir aujourd'hui. Donc là, on fait un arbitrage entre travailler aujourd'hui et toucher un salaire ou continuer les études et avoir un diplôme intéressant qui va me permettre de gagner plus, obtenir un salaire plus important et plus élevé. Voilà, là, je suis en train également de faire un arbitrage, choisir entre le fait de travailler tout de suite, immédiatement, ou le remonter pour après, dans l'espérance de gagner plus. D'accord? Pour les entreprises, c'est la même chose. Les entreprises, toujours, ils cherchent à déterminer quels biens ils vont produire et avec quelle quantité, étant donné un certain nombre de contraintes qui s'imposent à elles. Les ressources financières sont limitées et parfois même le facteur capital n'est pas vraiment accessible. L'utilisation des machines, vous savez, les agriculteurs comme Maroc ont du mal à utiliser, des machines très sophistiquées toujours pour pouvoir exercer leur métier en tant qu'agriculteur. Par exemple, acheter des moissonneuses, ou des outils de travail qui sont très sophistiqués. Pourquoi? Parce que c'est cher, c'est coûteux. D'accord? Raison pour laquelle il y a d'autres solutions, mais d'augmenter la quantité de travailleurs au lieu d'aller chercher à acheter des machines qui sont très coûteuses. La théorie de la firme, généralement, et on verra des explique. Par exemple,
pour le cas des entreprises, que la raison d'être des entreprises dans les marchés étant la réalisation du profit. Qu'est-ce qu'on cherche à réaliser en tant qu'entreprise? Les entreprises n'existent pas pour les bons yeux des consommateurs. Si je suis un entrepreneur et je veux créer ma propre entreprise, c'est pour gagner de l'argent. Je vais chercher non seulement à gagner de l'argent, mais à avoir le maximum de bénéfices à réaliser. Je dois chercher à réaliser le maximum de bénéfices, augmenter mes profits, mais également, il y a des contraintes que je dois gérer, à savoir le budget, les ressources financières que je dispose, la technologie, c'est-à-dire la manière de production que je vais utiliser. Ce sont des éléments que je dois prendre en considération dans mon activité de production. Mais l'objectif ultime de l'existence de l'entreprise reste la réalisation du profit. Maintenant, on passe à l'explication normalement de prix et de marché. Vous savez, il y a une relation très étroite entre la notion de prix et la notion de marché. Généralement, on dit que les arbitrages sont toujours effectués et fondés sur les prix auxquels les consommateurs, les travailleurs et les entreprises sont confrontés. Ces arbitrages se basent essentiellement sur les prix. Par exemple, pour les consommateurs, ils peuvent arbitrer entre l'achat de poissons ou de viande, non seulement en fonction de leur préférence, de ce qu'ils désirent consommer, ce qu'ils souhaitent consommer, mais en tenant en considération le prix de ces biens. D'accord? Je dois prendre en considération le prix. Le prix est un élément fondamental que je tiens en considération afin d'effectuer un acte d'achat. Pour les travailleurs, quant à eux, peuvent arbitrer entre le travail et le loisir, également en prenant en considération le prix de travail, à savoir le salaire. Par exemple, le samedi est un jour de repos, c'est mon employeur me dit, voilà, si vous allez travailler ce samedi, on pourra vous faire une augmentation de votre salaire journalier de 60%. Je pourrais sacrifier euh, mes loisirs que habituellement j'effectue le samedi pour aller travailler parce que j'estimerais que je vais gagner plus le samedi en travaillant le samedi que d'autres jours. Pour les entreprises également peuvent décider de produire plus ou moins, d'employer plus de travailleurs ou moins de travailleurs, ou d'acheter plus de machines ou utiliser moins de machines en fonction, bien entendu, des prix de ces biens et services qu'ils produisent, en fonction du prix de travail, en fonction également du prix de l'autre facteur important qui est le facteur capital qu'on pourra le représenter ici par les machines. Maintenant, on se pose la question comment les prix sont généralement déterminés. ماذا يحدد الثمن؟ شنو هي الاشياء اللي تحدد الثمن؟ D'accord? C'est une question très, très importante. Pour répondre à cette question-là, qui détermine le prix, on doit quand même prendre en compte la distinction entre ce qu'on appelle une économie planifiée et une économie de plan, où tout est contrôlé par l'État. L'État exerce un pouvoir sur l'affaire dans le domaine économique, comme d'ailleurs dans le domaine politique, par la présence dans l'affaire économique. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est que l'affaire économique.
à travers la présence et la dominance des entreprises publiques. Et là, l'État, à travers ces entreprises publiques, décide de ce qu'on va produire et de combien, la quantité des biens qu'on va produire, non seulement qu'est-ce qu'on va produire et combien, mais également c'est l'État qui détermine et fixe le prix d'échange, le prix de vente et d'échange de ces biens sur le marché. De l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'économie de marché, c'est ça propre, contrairement à une économie planifiée. L'exemple, d'ailleurs, j'ai oublié, l'exemple emblématique d'une économie planifiée, c'est l'ex-URSS, qu'on appelle un ittihad soviétique. Par contre, dans une économie de marché, les prix, généralement, sont le résultat des interactions des consommateurs et des entreprises. C'est-à-dire, qu'est-ce qui détermine le prix? Le prix est déterminé par la confrontation entre l'offre et la demande. L'économie de marché, c'est quoi? C'est une liberté d'entreprendre. C'est la raison pour laquelle dans une économie de marché, on trouve les entreprises privées, contrairement à une économie planifiée. Et dans une économie de plan, où la décision de produire est centralisée entre les mains d'un gouvernement, il n'y a pas une liberté d'entreprendre. Il y a une dominance des entreprises publiques, contrairement à une économie de marché où des entreprises privées, une fois qu'il arrive à apercevoir des besoins à satisfaire, ils vont chercher à répondre à ces besoins en produisant des biens et des services. Par la suite, il y a le consommateur qui va décider si le bien qui a été produit est un bien qui répond parfaitement à ses besoins. Sinon, il pourra sanctionner l'entreprise qui est à l'origine de la production de biens pour consommer un bien qui est produit par une autre entreprise. Donc, le marché, c'est ça. Du part, les entreprises produisent, et si vous voudriez, de l'autre côté, les consommateurs sanctionnent. C'est eux qui valident ou qui ne valident pas les décisions de production qui sont prises par les entreprises, généralement par les entrepreneurs. Donc, le prix doit être déterminé à travers cette confrontation entre l'offre, l'arbre, et de l'autre côté, la demande. Donc, un marché n'est qu'un ensemble d'acheteurs et de vendeurs qui déterminent ensemble le prix d'un bien et la quantité est changée. Donc voilà, c'est là, lors de cette première séance, d'une brève introduction à la microéconomie. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le plus important a été dit. Donc, je vous souhaite de bon courage, Inch'Allah, à la prochaine séance. Et merci.